droite républicaine, parce qu'il y a dans la droite républicaine beaucoup de gens qui sont capables de comprendre ce qu'on leur dit. Donc je pense que ce mouvement de dépassement auquel j'ai appelé reste toujours valable. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une rencontre à l'Assemblée nationale dans laquelle interviendront Arnaud Montebourg et Henri Guénaud, mais d'autres également, des députés qui seront présents dans la salle. Par conséquent, je reste fidèle à cette idée que pour sortir des difficultés grandissantes que je vois devant notre pays, eh bien, il faudra que celui-ci se rassemble, et se rassemble sur une ligne de salut public. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jean-Pierre Chevènement, d'avoir participé à notre émission. Zemmour et Nolo revient juste après la pub avec une femme candidate à la primaire, les Républicains. Une quadra qui veut, malgré ses 3% d'intention de vote, incarner la relève. Nathalie Kosciusko-Morizet nous rejoindra sur ce plateau, alors ne bougez pas. Il y a du Chirac dans LKM. D'ailleurs, l'ancien président la surnommait l'emmerdeuse. Polytechnicienne, décalée au franc-parler, la députée de l'Essonne se lance dans la primaire Les Républicains. Et elle est ici pour nous en parler. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Prenez le temps de vous installer. Alors, avant de commencer notre entretien, j'ai quelques toutes petites questions à vous poser, si vous le voulez bien. C'est le QCM. Alors, obliger les candidats à la primaire à faire la chasse au parrainage, c'est normal, inéquitable ou absurde? C'est surtout compliqué pour vous. On va y revenir. Ce qui est normal, c'est qu'il y ait des conditions. Pour éviter les candidatures farfelues. Ce qui est inéquitable, c'est qu'on les change au cours de route. Expliquez-nous comment ça s'est passé hier soir. Oh, il a été décidé de modifier en cours de route les règles du jeu. Et d'abord, c'est pas un très bon présage, parce que quand on change les règles à son avantage, c'est qu'il y a un problème. À l'avantage de qui? À l'avantage d'un espèce de trustee, de candidat qui voudrait rester dans un entre-soi. C'est pas non plus un bon signal à l'attention des électeurs, parce qu'évidemment, ça rend méfiant. Normalement, c'est la primaire de l'alternance. On essaye d'attirer tous les électeurs, les Français, qui veulent l'alternance. C'est pas juste l'entre-soi d'un parti politique, et voir le parti politique qui change les règles du jeu en cours de route, ça crée de la méfiance. Du discrédit. Bref, je trouve que c'est pas un bon signal. Pardonnez-moi, il faut expliquer aux gens que c'était pour interdire les parrainages d'élus de gauche. Il me paraît normal, à moins de supprimer la primaire. Moi, vous savez, je suis contre la primaire. C'est contre la 5e République, la primaire. Puisque, effectivement, on met l'élection présidentielle dans le parti. Donc ça, on sera d'accord. Mais à partir du moment où vous acceptez le principe de la primaire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des parrainages d'élus, des Verts ou des socialistes qui vont vous permettre d'être candidat. Ça, c'est inadmissible pour les électeurs. Sauf que, si vous voulez, ça avait été débattu il y a un an. Oui, d'accord. Les règles de la primaire, elles ont été fixées. Ils sont un peu lents chez vos républicains, vous savez. Il y a un an. Et il y a un an, on a débattu des règles d'accès à la primaire. On a dit, voilà, il faudrait 2500 adhérents, les Républicains, qui marquent la proximité avec la droite et le centre. Et puis, 250 grands élus, du profil de grands élus, en fait, qui peuvent parrainer pour l'élection présidentielle. Et ceux-là, on ne leur demande pas d'appartenance partisane, parce que c'est le pilier des 2500 adhérents des Républicains qui marquent l'appartenance partisane. Les autres, c'est pour marquer la surface politique. On en a débattu. À l'époque, moi je le sais parce que j'étais numéro 2 du parti, j'ai participé à ces réunions. On en a débattu et on a choisi ça et on l'a validé. Et un an après, pour écarter en fait une sensibilité politique, pour faire le tri, on change les règles du jeu. Moi, je dis seulement que changer les règles du jeu en cours de route, c'est pas envoyer un signal de confiance. Mais est-ce que vous comprenez, par exemple, Frédéric Péchenard qui dit c'est une idée un peu baroque d'aller chercher des voix à gauche. Est-ce que vous comprenez Brice Hortefeux aussi, qui a moqué on peut avoir tous les débats qu'on veut sur le fond. Moi, je dis, si vous commencez à changer cette règle-là, laquelle vous changerez demain? Et d'ailleurs, hier, au bureau politique des Républicains, c'était frappant, il y a eu président du comité d'organisation de la primaire, président du parti, qui sont intervenus l'un et l'autre en disant, bah oui, peut-être qu'on changera encore la charte pour la primaire. Mais alors on s'arrête quand? Si vous voulez, on essaye, j'insiste,
pour moi, ce qui est important dans la primaire, j'entends, hein, M. Zemmour, que vous n'aimez pas le principe de la primaire. Voilà, non, je comprends très bien, on peut en débattre. Mais à partir du moment où oui, on fait moi une primaire, aussi. Bon, le voilà. principe, c'est de mobiliser le plus en amont possible les électeurs, mobiliser les Français. Vous vous souvenez, au moment de la primaire socialiste, on avait regardé avec attention combien il y en avait qui étaient. Ils avaient annoncé 1 million, il y avait eu 2,7 millions, 2,9 millions. Ça avait donné de la force aux candidats, ça avait donné du souffle. Donc, il faut faire venir les Français. Et là, en fait, mais les Français de droite, on a l'air de réduire. Mais tous ceux qui veulent l'alternance. Dominique Bussereau, par exemple, est intervenu hier de manière très juste en disant, écoutez, ceux qui sont des déçus du hollandisme, ce serait bien qu'ils viennent. Si on essaye d'attirer seulement en 2017 les Français qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2012, ben vous savez quoi, ça ne fait pas une majorité et c'est pour ça qu'on a perdu en 2012. Donc ce serait bien d'en avoir d'autres. Mais enfin, le message qui vous est envoyé, c'est que vous ne faites plus partie de la famille, quoi, quand même. En fait, il faudrait peut-être en tirer les conséquences. Parce que là, c'est presque dirigé contre vous exclusivement. Moi, j'écoute. Moi, à votre place, c'est comme ça que vous l'avez fait. Pas de conseil, évidemment. Vous savez quoi? J'écoute les messages des Français. Moi, je porte dans la primaire une sensibilité politique qui ne reçoit pas en général le soutien d'Éric Zemmour, mais qui en reçoit d'autres et qui est pour le moment. Alors, ils sont tous sur le même créneau dans la primaire. On a des candidats qui défendent tous le même point de vue. Moi, j'en défends un autre. Par exemple, sur des questions comme le Nini. La plupart tous les candidats à la primaire ont été pour le Nini, pour renvoyer dos à dos le Front National et le Parti Socialiste. Moi, j'ai défendu l'idée qu'on ne renvoyait pas dos à dos le Front National et le Parti Socialiste. Au moment des élections régionales, les Français, dans leur vote, ils ont donné plutôt raison à ma position. Sinon, dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en région PACA, dans le Grand Est, il y aura eu des présidences nationales. Donc cette sensibilité-là, en tout cas, l'électorat de gauche vous a donné massivement raison, quitte à voter pour des gens de droite. Vous avez une partie de l'électorat de droite. Vous avez raison. Regardez ce qui s'est passé dans la là-dessus, région vous avez raison. Et donc cette sensibilité-là, ça veut pas dire que vous aviez raison sur le principe, mais vous avez raison dans les faits. Dans les faits, moi j'entends mais d'accord. Ne pas être d'accord. Je ne demande pas forcément qu'on soit d'accord avec moi. Je demande qu'on reconnaisse que ces sensibilités qui existent, y compris dans le pays, et je trouve qu'elles doivent pouvoir être représentées à la primaire. Sinon, s'ils sont tous à défendre la même chose, ça va pas être très intéressant. Et concrètement, vous en êtes où? Vous les avez, les 20 parlementaires, les 250 élus? Ça avance bien, et le paradoxe d'ailleurs, c'est que le type d'opération d'hier soir, en fait, aide beaucoup. Mais non, c'est pas ça, c'est que ça aide beaucoup. Parce que vous avez toute une série de parlementaires pour dire, on n'est pas forcément d'accord avec toi sur tout, mais on trouve qu'en effet, cette voix doit pouvoir être entendue. Et d'ailleurs, le jour venu, et c'est pas aujourd'hui, c'est pour septembre, le dépôt des parrainages. Le jour venu, moi, c'est aussi la question que je poserai aux parlementaires. Est-ce que vous êtes prêts à faire un acte démocratique de donner un parrainage pour que cette voix puisse être entendue, d'accord ou pas d'accord avec tout? Je comprends très bien, je sais très bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi, surtout, je suis pour la liberté de conscience. Deuxième petite question, la mise en examen d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça disqualifie, c'est très compliqué, mais ce n'est absolument pas gênant. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est les électeurs qui doivent décider dans tous les cas. Autrement dit, une mesure judiciaire ne doit pas détourner un candidat de pouvoir se présenter au suffrage des électeurs, pas plus qu'une mesure administrative ne doit détourner une candidate de pouvoir être candidate à la primaire. On ne peut pas faire un équivalent. Non, il n'y a absolument pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence. Mais vous avez compris. Vous avez compris que vous plaisiez pour votre propre. Vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que le principe de l'élection, c'est que les électeurs tranchent. Moi, je suis d'accord. Et le principe de l'élection, c'est que les électeurs tranchent. Mais les électeurs, mais les électeurs, ce n'est pas les juges qui choisissent les candidats. Tant c'est transparent, tant qu'on sait, ils choisissent. Je ne demande pas que ce soit les juges qui fassent les élections. Je demande juste qu'à partir d'une certaine gravité d'accusation, des accusations qui ne sont pas contestées sur le fond, mais juste sur la forme, on essaie d'échapper au procès par des vices de procédure. Il me semble qu'il y a une obligation morale à partir d'un certain degré. Il ne s'agit pas de juges, c'est simplement la responsabilité morale de l'apprenti candidat. Mais attendez, Monsieur Mollo, là, vous renvoyez à la responsabilité morale de chacun. Absolument. Ça, c'est le choix personnel du candidat. Moi, ce que je dis simplement, c'est que pour ce qui est des règles collectives... Mais c'est aussi la question, hein. Bah non. Vous me demandez mon avis pour ça n'est absolument pas gênant. Moi, je trouve que d'un point de vue moral, c'est gênant. Évidemment, c'est gênant parce que ça va gêner les électeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choix personnel. C'est un choix personnel du candidat, et c'est les électeurs après qui tranchent. Et moi, je ne trouve pas qu'une mesure judiciaire devrait s'interposer plus qu'une mesure administrative. Simplement, j'aimerais qu'on n'oppose pas des mesures administratives. Ok. Troisième question. Dans le cas d'un... Deux fois raison, vous êtes la mauvaise. On arrête là, c'est bon. On va poursuivre. Troisième question. Dans le cas d'un duel au second tour entre François Hollande et Marine Le Pen en 2017, vous voterez
Hollande, Évidemment. vous voterez Le Pen ou vous abstiendrez. Bah oui. Hollande. Mais je l'ai dit très clairement. Et je vais un peu plus loin. Moi, je l'ai pas seulement dit, je l'ai écrit. C'est-à-dire que j'avais trouvé, lors des élections cantonales, à l'époque ça s'appelait les cantonales de 2010, que le débat n'avait pas été vraiment purgé. J'ai écrit un livre qui s'appelait Le Front antinational pour dire pourquoi je m'opposais à cette idée du ni-ni. Pourquoi je ne voulais pas qu'on renvoie dos à dos Front National et le Parti Socialiste. Ouais, à l'époque, d'ailleurs, j'étais ministre numéro 3 du gouvernement. La position n'a pas fait un tel scandale. Et puis d'un coup, en décembre dernier, elle a plus pu être entendue à la direction du parti. Et moi, je me suis demandé si c'était pas parce que précisément, en décembre dernier, les Français y avaient fait droit au moment des élections régionales. Parce qu'au moment des élections régionales, les Français, ils ont dit ça. Ils ont dit on n'applique pas le nini. Pour nous, on ne le met pas sur le même plan. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu socialiste pour les électeurs de droite. Ça veut dire juste que entre les deux, on fait une hiérarchie. Très bien. Et dernière question, être une femme chez les Républicains, c'est une partie de plaisir, c'est un chemin de croix permanent où la question ne se pose pas. La première question est formidable. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, j'évite de me la poser. C'est vrai. C'est-à-dire que Ça ne vous traverse pas l'esprit? Bien sûr que ça traverse l'esprit. Vous êtes perpétuellement renvoyé à la question du genre. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous commencez à vous la poser, vous vous mettez à anticiper les discriminations. C'est-à-dire que après le verre est dans la tête, si vous voulez. C'est-à-dire que vous vous mettez, vous, à vous dire « Ah, mais ils vont penser ça, mais ils vont dire ça ». Et d'ailleurs, c'est pas que la politique, c'est pareil dans la vraie vie. Moi, régulièrement, dans les cercles féminins de débat sur le plafond de verre, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est l'idée que je pose. Vous ne laissez pas trop habiter non plus. Il faut se battre, mais il ne faut pas se laisser envahir par la question de la discrimination, sinon on se met à l'anticiper en fait, et quelque part ils ont gagné. Très bien. Alors, voici une Monsieur Zemmour, est-ce que vous êtes d'accord sur ce coup-là? On y reviendra plus tard dans une autre émission parce que je sens. Toutes ces fadaises. Tous les mots que vous avez employés pour moi sont des fadaises. Le genre, les C'est dommage, ça démarrait tellement bien. Allez, on pourrait comparer les salaires. Moi, je connais que la réalité. Je veux bien. Alors, vous pouvez nous dire votre salaire et dire le salaire de madame? On ne fait pas le même boulot. Et on n'a pas le même âge. Vous voyez, c'est dur. Hein. Vous êtes d'accord? Bon, on verra la prochaine fois. Vous essayez de faire même que c'est comme Horizon, on voit bien ce que vous essayez de faire. Ça ne marchera pas. Voilà, c'est pas sûr, parce que c'est pas mal. Non, on s'en fout complètement. Voici. En général, des femmes en particulier. C'est ça. Mais voilà, mais il en faut pour les défendre. On fera un débat une prochaine fois. Voici, vous avez le droit à votre anti-portrait. Le voici tout de suite, préparé par Amandine Collongette. Nathalie Kosciusko-Morizet, un nom pas évident à prononcer, moitié polonais, moitié champenois. J'ai un nom compliqué. Non. C'est pas du vice, je suis née avec. Et tout comme votre patronyme, vous ne passez jamais inaperçu. Talons hauts, allure bourgeoise, cheveux dans le vent. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi? Monsieur Tréhard, je ne fais pas de commentaire sur votre Pas de coiffure. commentaire là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Vous êtes en train de manger mon temps d'expression sur mon projet. Je voudrais parler de mon projet pour Paris, monsieur Tréhard. Et oui, bien plus intéressant que votre physique, votre front parler, une marque de fabrique, le style NKM, vous dites trop facilement ce que vous pensez. Elle emploie souvent un langage fleurien, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est ce qui la singularise aussi. C'est-à-dire qu'elle est sensible. Voilà, elle va dire si c'est comme ça sera comme ça. Ça sera pas autrement. Elle va pas mettre les formes, on va dire. Et les premiers à en pâtir, ce sont vos petits collègues républicains. Et oui, vous n'êtes pas tendre avec eux. On s'en souvient, il y a eu ce jour où vous n'avez pas hésité à dénoncer la lâcheté de Jean-Louis Borloo et Jean-François Copé. On va vous dire que ça m'a pas fait de peine. Et quand on est injurié, on a toujours un peu de peine. Enfin, écoutez, c'est excusé, donc là, c'est vrai que... Dernière fronde en date, votre critique du nini de Nicolas Sarkozy au régional. Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. NKM et Sarko. Compliqué à dire où en sont leurs relations. Ça a été en Nancy pendant toutes ces années où ils ont travaillé ensemble. Depuis, le président vous a débarqué, il vous boude. Peu importe, vous semblez n'avoir besoin de personne et ne pas être touché par les sobriquets désagréables que l'on vous donne. Faux folle pour le maire, tête de mule pour Nicolas Sarkozy, dingue pour Jean-François Copé. Sympa. Et vous foncez tête baissée dans la course à la primaire. Mais NKM, n'êtes-vous pas au fond un peu seul? Il fallait, en quelque sorte, qu'elle se désolidarise
qu'elle s'éloigne de Nicolas Sarkozy. Pour avoir ce positionnement qu'elle a aujourd'hui, c'est vrai, particulier, un peu solitaire. On ne connaît pas aujourd'hui de députés, de parlementaires qui se disent NKMistes, comme il y a des sarkozystes, comme il y a des juppéistes, comme il y a des leméristes. Enfin difficile quand on pense à vous d'oublier vos envolées lyriques qui vous jouent parfois des tours. Il y a eu les moments de grâce dans le métro parisien, puis cette cigarette fumée avec des SDF. Mais vous ne vous laissez pas abattre, vous ne manquez pas d'ambition. Je voudrais pas être agressif, je vais m'avancer dans le parking. Peut-être grâce à votre CV polytechnicienne, service militaire de la marine à Djibouti. Ingénieur des eaux et forêts, n'en jetez plus, la cour est pleine, mais voilà, vous avez perdu des batailles comme celle de la mairie de Paris. Alors NKM, présidente, vraiment? Est-ce que vous y croyez vraiment? Oui. et plus tous les jours, je vais vous dire, parce que d'abord, je pense que c'est le titre de mon livre, je pense qu'on a complètement changé de monde et que l'essentiel de la classe politique s'en est pas rendu compte. Et qu'il faut que la classe politique change. Et que maintenant, ça devient urgent. Maintenant, ça peut se passer en 2017. Et puis parce que je vois aussi la façon dont les autres candidats donnent cette impression de tourner en rond, en restant dans l'ancien monde, en restant dans les anciennes idées, en restant entre eux. Je pense que c'est pas ça qu'il nous faut. Alors justement, vous parlez de votre livre, comme tous les candidats à la primaire, vous aussi. Vous en avez publié un, Nous avons changé de monde chez Albin Michel. Alors, Michel, pardon, la synthèse. Une question, c'est tout de suite dans l'apostrophe de Nolot. Alors, Madame Kosciusko-Morizet, la première phrase de votre livre nous renseigne sur ce qui vous distingue de la plupart de vos concurrents à la primaire des Républicains. Je vous cite: « Quand j'ai participé à ma première élection en 2002 à 29 ans, alors on fait un rapide calcul mental, oui, vous êtes jeune, mais d'être jeune serait-il tout ce qui vous sépare de vos rivaux plus âgés, à l'exception récente de Geoffroy Didier. Alors on se prend à le craindre, tant nombre de vos propos et de vos propositions recoupent celles des autres candidats en lice. Alors j'ai pris en vrac, parce que c'est assez dense. Réforme du statut de la fonction publique, on a déjà lu ça ailleurs. Réforme de l'immigration familiale, nécessité d'un choc fiscal, tout le monde est pour. Ubérisation de la société, c'est également chez Juppé par exemple. Rappel de l'importance de définir une identité française, nécessité pour l'individu comme pour la collectivité de connaître ses racines, rétablissement de l'autorité, tous les candidats en lice sont pour, baisse des dépenses publiques, c'est également vrai pour ça, refondation de l'Europe, etc. Mais il faut aussi reconnaître que vous abordez des sujets peu explorés par les autres prétendants. La France a raté le tournant de l'automisation, écrivez-vous, il s'agit à présent de ne pas faire la même erreur avec l'économie numérique et l'économie collaborative. Autre originalité, le féminisme, auquel vous êtes la seule à faire place, et d'après ce qu'on a vu, c'est pas très étonnant, et l'université, au sujet de laquelle vous en appelez à une révolution sur la question de la sélection et de la gratuité des droits d'inscription. Bon courage, Madame Kosciusko-Morizet, c'est le genre de mesure qui met des millions de jeunes dans la rue. Et dans une moindre mesure, vous êtes une des seules à insister à ce point sur l'écologie. Et également, vous êtes une des rares à prôner, à être plutôt contre le nini. Alors, parmi les surprises du livre, un jugement assez mesuré, en tout cas plus mesuré que je ne m'y serais attendu sur Patrick Buisson, auquel vous reconnaissez au passage d'avoir une vision. Et également, parmi les surprises, l'apologie de l'assimilation comme modèle d'intégration. Et le livre se clôt par un éloge du pouvoir féminin comme subversion ultime, tout comme il s'ouvrait par la première raison de voter pour vous, vous êtes jeune, il se termine donc par la seconde raison de voter pour vous, vous êtes une femme. Alors moi, ça appelle deux questions, pour moi, vous finissez par ça quand même. Oui, enfin, c'est pas du tout des raisons que je mets en avant. En revanche, il y a bien d'autres propositions dans le livre qui sont en revanche très différentes de celles des autres candidats. C'est ma lecture subversive et subjective. Il y a plein de choses subversives. J'ai deux questions. Je vais vous le dire, moi, je vais vous les poser. J'ai deux questions. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse, pour moi, qui donnerait envie à un électeur des Républicains de voter pour vous. C'est vrai que les deux principales raisons, c'est celle que vous avancez en premier, la jeunesse, et celle sur laquelle vous insistez pas mal en dernier, celle d'être femme. Donc, quelle est la troisième question ? La troisième plutôt raison de voter pour vous. Et la deuxième question, alors c'est pas propre à vous, mais j'ai l'impression en lisant ces livres que c'est moins un exposé de convictions personnelles, ça vaut aussi pour vos candidats, qu'une sorte de programme attrape-tout où il faut fâcher personne au sein des Républicains. Ni la veine centriste, ni la veine droitière, et j'y vois un effet très pervers des primaires. En fait. Voilà les deux questions. Je ne veux pas mettre en doute le fait que vous l'ayez lu, mais à vous entendre, franchement, j'y crois pas. Parce que mon livre... Résume. Bah oui, mais complètement à côté. C'est un livre. C'est un livre sur l'idée que le monde a complètement changé. La société, l'économie, et que la politique, elle, n'a pas changé. C'est-à-dire la politique est restée engoncée dans ces vieux clivages, ces vieilles catégories de pensée,
et ses propositions qui sont toujours les mêmes. Mais regardez les miennes. Par exemple, je suis la seule à parler de comment on fonde un islam de France. Je suis la seule à parler de macroéconomie. Personne ne parle de macroéconomie. Écoutez, non, l'islam de France, j'entends aucun débat. D'ailleurs, je vois que mes propositions font débat sur le sujet. Je trouve ça plutôt intéressant qu'on en parle. Ça fera avancer, je l'espère, les choses. Je suis la seule à parler de macroéconomie. La plupart des candidats considèrent comme acquis la politique qui est menée en Europe à ce sujet et on ne bouge pas sur la question. Je suis la seule à proposer l'idée que la droite comme la gauche ont failli en faisant des petites réformes. Des petites réformes. Je crois plutôt que c'est vous qui n'avez pas vu les livres de vos candidats. Je vous donne ce que je crois, c'est qu'il faut la faire parce qu'il y a des problèmes d'équilibre du régime. Mais de toute façon, ça ne suffira pas. Ce qu'il nous faut, c'est la retraite à points. La retraite à points, elle est à la fois plus juste, elle est à la fois plus transparente et elle permet plus d'agilité. Parce qu'en fait, à terme, avec la retraite à points, vous n'avez pas la même durée pour tout le monde. Vous avez du choix pour les personnes. Deuxième exemple. Moi, je pense qu'ils sont tous dans une société à l'ancienne, une vision très verticale du pouvoir, dans laquelle on vous dit ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, notamment avec le numérique, avec la façon dont la société se transforme, dont nos valeurs sont transformées, mais prenez l'économie numérique, ça ne veut rien dire. Il y a des valeurs qui vont avec. Je pense qu'on est dans une société dans laquelle on est en quête d'autonomie, on est en quête d'indépendance. Par exemple, ils s'obsèdent tous sur la question des paramètres et du reparamétrage des CDI, des CDD. Moi, je crois que le vrai sujet aujourd'hui, c'est le développement du travail indépendant. Et en matière de travail, l'essentiel de mes propositions vont pas seulement à l'entreprise individuelle. Le développement du travail indépendant. C'est pas seulement ça. Je dis que hier, vous aviez un CDI toute la vie avec la même entreprise. Puis progressivement, on est passé dans un système dans lequel vous enchaîniez les CDD avant un jour d'avoir un CDI. Demain, vous allez avoir même pas plusieurs patrons successifs, vous aurez plusieurs patrons en même temps. Vous aurez le salariat le matin, vous serez en train de créer une entreprise en même temps. Vous aurez plusieurs façons. Et notre enjeu, un des enjeux, ça doit être de faire que ce en sorte que ce ne soit pas la catastrophe, que ce ne soit pas l'effondrement de notre protection sociale. Écoutez, moi, je suis la seule à en parler, j'entends aucun autre candidat en parler, et je pense que c'est des sujets qui sont dans la société et qui ne sont pas dans la vie politique. Et sur la deuxième question, vous ne pensez pas qu'il y a un aplatissement du débat parce qu'il faut faire des programmes un peu attrape-tout? C'est ça que je vois dans tous les livres que je lis. Bah, je ne suis pas sûre, parce que quand je propose sur la question, par exemple, vous parlez des universités, quand je propose sur la question des universités de faire tomber 2 tabous, qui sont des tabous, d'ailleurs regardez la réaction de M. Zemmour qui était intéressante, qui a tout là de Vaquet, qui sont des tabous de la droite française. J'en ai parlé. De Vaquet, tout le monde s'en souvient, qui sont des tabous de la droite, notamment de la droite, parce que c'était cette époque-là. C'est pas des propositions qu'on trouve ailleurs. Et moi, je pense que c'est des propositions qui sont indispensables. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a un système qui est hypocrite. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne fait pas de sélection à l'université. Mais en fait, on fait de la sélection par l'échec. Parce qu'au bout de 3 ans, la moitié de ceux qui étaient inscrits au début ne sont plus là. On fait la sélection par l'argent. Parce que quand l'université tombe en qualité, c'est ceux qui ont les moyens d'aller faire des études à l'étranger ou d'aller faire un petit complément de diplôme pour faire reluire un peu le CV qui s'en sortiront. Donc, il y a une hypocrisie à dire qu'il est vraiment de gauche, à dire qu'on ne fait pas de sélection, et en fait, derrière, il y a un dispositif qui est profondément antisocial. C'est un vrai débat. Il y a une hypocrisie quand même. Et d'ailleurs, le système américain qui est basé sur l'inverse est en train d'être sérieusement contesté. Écoutez Bernie Sanders. Je propose un système dans lequel, par exemple, sur les droits d'inscription, vous avez une modulation en fonction des revenus, avec un minimum de boursiers obligatoire. C'est-à-dire qu'on dit à une université, on lui laisse de l'autonomie, la vraie autonomie. On a fait l'autonomie des universités, mais on n'est pas allé au bout. On lui dit, bon, vous aurez besoin d'avoir 35, 30, 25, 40%, il faut en discuter, de boursiers. Il faut que ce soit des vrais boursiers. Il faut arrêter que ce soit un petit complément qui, en fait, vous oblige à bosser à côté. Parce qu'on a des bourses aujourd'hui qui sont pas des vrais. Je veux dire, ça peut pas vraiment accompagner des études. Il y a un mensonge derrière. Et en revanche, vous avez une possibilité de moduler les droits d'inscription parce que aujourd'hui, le droit d'inscription fixé de manière uniforme au niveau national, ça ne permet pas aux universités de vivre, ça ne permet pas aux universités de maintenir le niveau. Et je rebondis sur la réaction de M. Zemmour, que je comprends bien, parce que c'est vrai qu'à l'époque de Vaquet, ça avait été... Mais je pense que le monde a changé là aussi, et que les Français... Ils ont compris que c'était... Regardez, au début de l'année universitaire, là, il a eu un hashtag. C'était ma salle de cours est pleine ou mon amphi est plein. C'était tellement bondé
dans les universités, vous vous souvenez, que les élèves eux-mêmes se sont mis à protester et à dire c'est pas des conditions de travail possibles. Ah non mais ça, c'est une contestation qui monte dans l'université aussi, y compris les côtés des profs. Moi j'ai reçu le soutien d'un certain nombre de profs sur cette initiative. Je vous écoute et je vous écoute depuis longtemps et je pense que en fait vous avez un problème d'identité. C'est-à-dire que d'abord on parlait de vos relations avec les Républicains. Nolo vous disait est-ce que vous êtes de la famille et tout. Moi, je pense que pour les électeurs de droite, vous êtes quelqu'un de gauche, et pour les électeurs de gauche, vous êtes une bourgeoise. Donc déjà, ça pose un vrai problème. Vous êtes chez vous nulle part. Je pense que et depuis que je vous suis, c'est toujours la même chose. En fait, les gens de droite vous détestent beaucoup plus que les gens de gauche. Il faut que vous le sachiez quand même. Je pense que vous le savez. Ceux de droite que vous fréquentez, j'en doute pas, monsieur Zemmour. Mais c'est une droite un peu particulière. La droite, vous savez, d'après les sondages, on en a parlé déjà avec Nolo, 80% des électeurs UMP, enfin républicains comme on dit aujourd'hui, sont très près de toutes les thèses que je défends. Donc ne dites pas les gens que je fréquente seulement. C'est pas 4 personnes, hein, c'est des dizaines de millions de gens. Je suis sûr que vous avez plein d'amis. Non, mais vous êtes c'est ça le problème. Vous êtes trop bonne. Deuxièmement, après, vous chevauchez le cheval habituel qui est de la modernité. Vous savez, j'entends ça depuis des décennies. Tout le monde est moderne. La République moderne, disait Chevènement. Mais moi, très peu, parce que justement, il est daté. Mais c'est une moderne, oui, mais voilà, on est bien d'accord. En général, la modernité, le mot moderne, il correspond à une époque. On est bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être contemporain, qu'il ne faut pas voir le monde changer autour de soi. Oui, mais... Et l'accompagner quand on fait de la politique. Non, mais d'accord, mais vous secouez beaucoup de mythes. Par exemple, quand vous dites, oui, c'est fini le salariat, le matin on sera salarié, puis après on sera indépendant. D'abord, si c'est ça, si c'est le retour au travail à la tâche, comme dans les livres de Steinbeck, moi je vous la laisse, votre modernité. Et deuxièmement, c'est un mythe. Aujourd'hui, il y a quand même 85% de salariés qui sont en CDI, contrairement à ce que nous bassine. Et quel pourcentage de ceux qui trouvent un emploi qui trouvent en CDI? Mais parce qu'au départ, parce qu'ils le trouvent en CDD. Mais vous êtes de mauvaise foi. Parce qu'on fait très peu de CDI. Vous êtes de mauvaise foi comme tous les gens de droite aujourd'hui. Il y a le stock c'est des CDI. Et ça fait 80% le stock. Les nouveaux, c'est des CDD. Oui, mais les CDD, ils finissent par rentrer en CDI. Pas souvent. Mais bien sûr que si. Pas tous, ils sont 80% à rentrer en CDD. Mais finalement, ils agrègent au CDI. Vous avez beaucoup de Français qui enchaînent des CDD et de l'intérim. Et c'est une tendance du marché du travail. Mais je sais. Et l'auto-entrepreneuriat, d'ailleurs, est venu se brancher là-dessus. Mais c'est loin d'être le cas de tous. Vous avez des entreprises qui ne veulent plus embaucher. Mais sinon, le stock aurait fondu, Madame Kosciusko-Morizet. Votre stock de 85%. Je vous parle des tendances du marché du travail. Je suis d'accord avec vous sur le fait que 85% des gens aujourd'hui qui travaillent sont en CDI. Mais le nouveau monde qui est en train d'émerger, c'est pas celui-là. Avec l'économie des plateformes, on peut dire que c'est bien, que c'est pas bien. Moi, je veux pas qu'on tombe dans la discussion morale. Mais avec l'économie des plateformes, viennent en fait une économie des indépendants. Tout le monde ne va pas être ubérisé, Madame. Eh ben, il y a beaucoup de monde qui vont être ubérisés. Regardez les professions qui ne pensaient pas être ubérisées. J'en parlais l'autre jour avec le président des huissiers. Ils se disent qu'ils vont être ubérisés. Voilà, il n'y a pas de profession plus traditionnelle. Vous regardez ce qui se passe dans le milieu des avocats, avec les nouveaux sites internet qui sont en train d'émerger. C'est-à-dire, vous regardez ce qui se passe dans le milieu de l'assurance. C'est de l'automédication. C'est ce que disait Monsieur Nolot a relevé ça dans mon livre, et je vous remercie parce que c'est un point auquel je tiens beaucoup. On a raté la grande vague automatisation. On a raté cette révolution industrielle de la robotisation. On l'a raté, on n'a pas bien investi, l'Allemagne a été bien meilleure. On a pensé qu'en n'investissant pas dans la robotisation, on allait protéger l'emploi. On n'a rien protégé du tout. On a perdu notre compétitivité. Il y a des pans entiers de notre industrie qui se sont effondrés. Aujourd'hui, on est devant une nouvelle vague. C'est celle de l'ubérisation. C'est celle de la numérisation. Elle attaque pas l'école bleue, elle attaque l'école blanc. Elle attaque d'une certaine manière la classe moyenne. Les gens qui ont un métier avec une part intellectuelle, mais pas très qualifiée. Éventuellement répétitive. C'est pas seulement une question de qualification. Une part intellectuelle répétitive, donc qui peut être prise en compte par ce qu'on appelle une learning machine, par exemple. Ceux-là peuvent être ubérisés. Mais vous savez quoi? C'est une grande part de la classe moyenne. Donc c'est un risque d'avoir une société qui se distend comme ça. Vous savez, la société, elle s'est déjà distendue avant, et je ne vous ai pas attendu pour la regarder. La société, elle s'est distendue parce qu'il y a des inégalités majeures depuis 20-30 ans. Parce que la mondialisation a fabriqué... Mais ça, c'est nouveau. Oui. Et on a moyen, si on prend maintenant, d'en faire une chance plutôt qu'un inconvénient. En tout cas, si on ne le regarde pas, on est sûr de se retrouver avec la guerre partout, comme entre Uber et les taxis, et pas de solution pour personne. Il y a quelque chose qui m'amuse chez vous. Vous passez votre temps à dire
que vous êtes donc moderne, que vous détestez les J'utilise réactionnaires. jamais ce mot-là, monsieur. Contemporaine, si vous préférez. Oui, je n'aime pas les réactionnaires. Bon, je suis assez anti-réac, de droite et de gauche d'ailleurs. Voilà, vous détestez les réactionnaires. Sauf que quand je vous lis, vous êtes pour le retour de la sélection à l'université, pour l'autorité dans l'État, pour l'assimilation. Je crois qu'il n'y avait plus que moi qui était pour l'assimilation. Donc voilà, je suis content d'avoir un soutien. Parce que vous savez ce que c'est que l'assimilation. C'est pas l'intégration et c'est encore moins l'inclusion, chère madame. Vous le savez. L'assimilation, ça veut dire devenir le même. Et ça, il n'y a plus personne qui désire ça. Plus réactionnaire que tout ce que je viens de dire, il n'y a pas. Monsieur, ah non, moi je suis pour. Mais au moins. Le mot, il y a une querelle, d'ailleurs, je le dis, il y a une querelle théologique sur les mots assimilation et intégration. C'est pas la même chose. Et il faut regarder précisément ce qu'on met derrière. L'assimilation, ça veut dire se retrouver sur l'essentiel. Ça veut dire se retrouver sur ce qui fait société. Ça ne veut pas dire devenir. Ça, c'est l'inclusion. Ça veut pas se dire retrouver et faire ça veut pas dire devenir les mêmes. Mais attendez, rentrons dans le détail. L'assimilation, je sais ce que c'est, moi. Rentrons dans le détail. Moi, je suis pour une société de liberté, aussi bien sur les questions d'économie que sur les questions de société. Et troisième pilier, je considère que la liberté, ça se défend. Et donc, ça m'amène à avoir des positions plutôt strictes sur les questions régaliennes, parce que je considère que la liberté, ça se défend. La plupart de mes concurrents sont, pour moi, d'un libéralisme unijambiste. Et ça, je trouve ça inquiétant, parce que je trouve ça assez chinois, c'est-à-dire que chinois au sens de la société chinoise. C'est-à-dire qu'ils sont libéraux sur les questions économiques, et puis alors quand on vient aux questions de société, ils deviennent très conservateurs. Mais moi, penser qu'un chef d'entreprise sait ce qui est bon pour sa société, et que vous-même, particulier, ne sauriez pas ce qui est bon pour votre vie, je trouve ça... Non, mais vous avez 1000 fois raison. En plus, vous êtes cohérente, parce que moi je dis toujours aux gens de droite qu'ils ne comprennent pas que le marché qu'ils bénissent en matière économique a des conséquences sur les relations sociales et sur les relations, la famille, l'évolution du mariage pour tous, etc., etc. Donc tout ça a un lien, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Mais ne venez pas dire dans ce cas-là, ne venez pas dire que vous êtes pour l'assimilation. Vous êtes contre l'assimilation. L'assimilation, vous utilisez le même mot. Ben oui, non mais ou alors vous comprenez pas ce que c'est, ou alors ne venez pas dire. Monsieur Zemmour, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on comprend pas. L'assimilation n'est pas forcément de la contrainte. L'assimilation, et c'est ce que j'écris précisément. Non, l'assimilation, et ce que j'écris précisément, pour moi, c'est l'idéal républicain. L'idéal républicain, c'est... Non, l'idéal républicain, c'est la République, c'est l'assimilation. Seulement l'assimilation. Pour moi, l'idéal républicain, c'est l'assimilation. Mais l'assimilation, c'est pas, comme M. Zemmour le dit, d'être exactement comme M. Zemmour le dit, comme 150 ans d'histoire de la République l'a fait. Là, en l'occurrence, c'était vous qui le disiez à l'instant, c'était pas 150 ans d'histoire de la République qui était sur le plateau. Je vais vous donner un exemple. Madame, je vais vous donner un exemple d'assimilation. Non, je vais vous donner un exemple qui s'est fait pendant 2 siècles, que j'ai déjà donné à Nolo 10 fois. Ici, c'est très simple. Pendant 2 siècles, la République a imposé le choix des prénoms. Il fallait choisir le prénom de son enfant dans le calendrier, c'est-à-dire un prénom qu'on appelait français et qui était en fait chrétien. Les générations d'immigrés ont appliqué scrupuleusement cette règle d'assimilation républicaine. Depuis 30 ans, tout le monde a envoyé valser ça, et la loi... Et pas seulement les populations immigrées. Et les populations immigrées en premier, les populations populaires avec Kevin et compagnie, et la loi a reculé, la loi a renoncé. C'est breton. Ah si, c'est vrai. Alors là, pour le coup... N'en parlons pas de Kevin. Mais attendez, c'est scandaleux d'appeler son fils Kevin. C'est quoi votre problème? Et Eric, vous savez ce que c'est? C'est scandinave. Et alors? Vous portez un nom scandinave. Et en alors? plus, vous êtes brun. Eh ben oui, alors? C'est la France qui s'est passée. C'est ça la France, justement. Eh bien là, je vous dis pas autre chose. Non, justement. Mais vous n'avez pas compris ma question. Ça fait des décennies... Attendez, je crois que j'ai compris votre question et je vais y répondre si vous voulez. Ça fait la France s'honore d'avoir su accueillir et faire place à des générations successives, dans lesquelles vous avez trouvé les républicains espagnols, vous avez trouvé... Partis en très grand nombre aussi. Oui, il y en a quand même qui sont restés. 2 tiers. 2 tiers sur le Semilza, je vous apporterai les chiffres. Vous avez trouvé les juifs allemands et les juifs ashkénazes. Vous ne répondez pas à ma question. Les prénoms. Et ils sont tous venus. Et pour moi, ils se sont assimilés. Oui. Et ça n'empêche pas d'avoir des différences. Vous allez dans... Mais répondez à ma question sur les prénoms. Parce que ça, je viens de vous répondre. Parce que ça ne veut rien dire. Non, l'assimilation, c'est les prénoms. Vous avez attaqué donc il n'y a Kevin, plus l'assimilation depuis 30 ans. C'est pas assimilé de s'appeler Kevin. C'est parce qu'il m'a dit qu'il n'y a pas que les familles musulmanes. Et donc il n'y a pas que Mohamed. Donc j'ai dit oui, il y a aussi Kevin. C'était une formule. Donc, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Non, c'était pas... Oui, une formule et une connerie. Parce que Kevin n'est pas associé. Alors, avançons un petit peu. Je voulais montrer simplement qu'il y a incompatibilité entre la conception libérale de la société de Mme Kosciusko-Morizet et en général, et l'assimilation. Monsieur Zemmour, je vais vous retourner l'argument. Je pense qu'il y a quelques siècles, il n'y a personne qui s'appelait Eric en France. Pourquoi? Parce que c'était un prénom scandinave. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est devenu un prénom français. Non.
Rien à voir. Non, mais deux choses. C'était le calendrier, dans le calendrier depuis des siècles. Et un Saint-Éric? Bah oui, depuis Non, des mais siècles. oui, On vérifiera. On Non, mais vérifiera. deux choses. C'est vrai que vous ne connaissance, mais c'est parlez pas de la possible, même par chose. ailleurs. Oui, on ne parle pas de la même chose, mais j'ai voulu Non, mais vous parlez pas de la même préciser. chose. L'assimilation, selon Éric Zemmour, c'est l'oubli de soi-même, la Non, dissolution. non. Je donne un exemple personnel. Si, pour une raison quelconque, je venais à vivre dans un autre pays, il y a quelque chose de français qui resterait en moi. On ne peut pas être complètement Tu resterais français. Mais oui, je resterais français. Ah oui, mais je serais intégré. Non. Je respecterais les règles, les lois du pays, mais je resterais français. Ce que tu prônes, c'est de la terreur. C'est que les gens doivent oublier ce qu'ils sont tout Pas d'un du coup. tout. C'est ce qu'on a fait pendant des siècles. Moi, je suis pour l'intégration. C'est ce qu'elle a dit elle-même avec la République Pour moi, espagnole. l'assimilation, c'est pas ça. Pour moi, l'assimilation, c'est choisir une communauté nationale, adhérer aux valeurs de cette communauté nationale, en faire sa communauté nationale. Ça ne veut pas dire que vous êtes dissous. Mais personne m'a parlé, personne n'a voulu le dissoudre. Vous avez dit, il faut tous qu'on devienne les mêmes. Ben non, on n'est pas les mêmes. Assimilation, ça veut dire devenir Eric les mêmes. Nolot, On ne sera jamais les mêmes. reste plus beaucoup de temps. Bah ouais, je préfère aussi. Juste une chose, ce que je regrette aussi dans ce livre, c'est que l'exigence programmatique fait que vous avez assez peu Mais c'est de... pas un livre programme, monsieur Nolot. C'est-à-dire que je vois qu'on se mette Ce qu'il faut d'accord. faire, ce qu'il faut plus faire, etc. Bon. Non, il y a un ou deux chapitres qui parlent de mesures. Mais c'est un livre qui propose d'abord une vision de ce que doit être la politique, de ce que devient la société. D'accord. C'est pas les 100 mesures, Non, vous je voyez, comprends bien. Mais je que regrette, font par tous exemple, les candidats à la que- non, mais présidentielle regardez, et qui ne tiennent à d'ailleurs un jamais. moment, vous- Regardez François Hollande. Non, mais vous citez une phrase très profonde de Baudrillard. Moi, j'aimerais qu'il y en ait eu plus. Vous le citez. Il y a pas mal de citations Nous sommes de pris Baudrillard, entre deux ça n'a pas pu nous intégrismes, échapper, c'est vrai. l'un populiste ou islamique et fondamentaliste, et l'autre libéral, élitaire, celui de l'universel et de la démocratie forcée. Et il veut un conclut. usage profane du Voilà. sacré. Y a-t-il place entre les deux pour un usage profane de la liberté? Moi, j'aurais aimé en connaître plus plutôt que vos règlements de compte avec la gauche parisienne. En l'occurrence, qui il y a m'intéresse tout peu, quoi. un chapitre sur cette question-là. Mais oui, Enfin, j'aurais aimé plus, monsieur- oui, sur ce chapitre-là. Il y aura peut-être un autre, Non, mais pourquoi T'es masochiste, C'est un en fait, travail d'un an. Mais non, je monsieur T'es trouve ça, masochiste, en fait. Non, je vous trouve pouvez ça pas- plus fondamental. Franchement. Non, mais je trouve ça plus fondamental. Excusez-moi. Et je veux votre Vous réponse. n'avez pas aimé le livre, mais c'est Un peu pas Cisco encore Morizet. convaincu. Je veux votre réponse. Y a-t-il place pour un usage profane de la liberté? Ah ben moi je souhaite qu'il y ait place, je me bats pour ça. C'est ça d'ailleurs, c'est un des messages du livre. C'est un usage profane de la liberté. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs la négation des perspectives religieuses. Je parle beaucoup de religion. Je parle de la religion catholique. Je parle beaucoup de comment aussi travailler à un islam de France. Je fais des propositions en la matière. Donc je ne nie pas l'existence du fait religieux qui est puissant dans la société, qui revient avec force. Mais pour moi, la République, c'est l'usage profane de la liberté. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres choix pareils. Hein. Vous confondez la République avec le libéralisme. La République, c'est la nation. Ce n'est pas la liberté des individus. La République et la nation, c'est un peu différent. Mais non, justement, J'ai une non. dernière, C'est ça que vous comprenez j'ai une pas. dernière mais, toute petite question, on ne peut pas éviter d'en parler, la perpétuité réelle. libéral. Comment vous la définissez? Eh ben, vous voyez, comment moi, ça s'appliquerait? autant je me suis opposée très tôt au projet d'échéance de nationalité, donc je trouve qu'il ne sert absolument à rien, si ce n'est à diviser les Français et la classe Mais politique. vous comprenez que ça fasse autant polémique? je trouve, bien sûr, autant je trouve qu'il y a une vraie question qui est qu'est-ce qu'on fait quand ils sortent? Parce que le problème aujourd'hui de notre dispositif, c'est que quelqu'un qui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, donc il y a écrit réclusion criminelle à perpétuité, et vous dites que c'est perpétuité, sauf qu'en fait, c'est une période de sûreté, aujourd'hui de 22 ans, qui pourrait être portée à 30 ans, mais c'est une période de sûreté à l'issue de laquelle peuvent être prononcés des aménagements de peine. Je trouve qu'au regard des nouveaux visages du terrorisme, ça pose trois problèmes. Parce qu'ils sont trop jeunes. D'abord, ils sont de plus en plus jeunes. Un des terroristes du Stade de France, il avait 18 ans. Salah Abdeslam, il a 26 ans. Il y a une deuxième raison, c'est que c'est un terrorisme qui est dans la dissimulation, qui intègre dans son idéologie la dissimulation et lui ont même donné un nom. Dans les années 80-90, c'était pas exactement la même logique. Alors vous me direz quel rapport? Le rapport, c'est que les aménagements de peine, ils se font notamment sur la base du comportement en prison. Et quand vous parlez avec tous ceux qui sont proches en milieu judiciaire ou carcéral, un comportement absolument... un comportement parfait. Et donc, les aménagements de peine, ils en bénéficient. Et il y a un troisième problème, qui est qu'avec la médiatisation, et Daesh utilise de manière formidable les médias, de manière manipulation incroyable, avec la médiatisation, ils deviennent des icônes, ils deviennent des référents dans un certain milieu. Et donc, au moment de leur potentielle sortie, ils ont un pouvoir de nuisance
en quelque vous sorte. comprenez qu'on puisse vous répondre que c'est une mort lente, quoi. C'est comme une peine de mort lente. Je suis pas d'accord. Moi, je suis opposé à la peine de mort. J'ai vu que certains disaient, c'est ce que mais il j'allais faut vous aller plus demander. loin, il faut la peine. Non, moi, je suis il opposé faut à être la peine de cohérent, mort. il faut rétablir la peine de mort. Absolument pas. Moi, je suis opposé. Mais je suis opposé à la peine de mort. Et d'une certaine manière, je dis, pour moi, c'est une façon d'éviter la peine de mort. Parce que c'est vrai qu'il y a une demande forte vis-à-vis de l'horreur des crimes. Moi, je suis absolument opposé à la peine de mort, mais je pense en revanche qu'il faut trouver une réponse sur la question de la sortie. Bah oui, plus adaptée. Je trouve que le système actuel, avec une peine de sûreté, en l'occurrence de 22 ans, mais même si elle est portée à 30 ans, c'est problématique. Alors certains disent, on fait ce qu'on appelle la rétention de sûreté. La rétention de sûreté, ça a été prévu pour les profils du type violeur, pédophile. C'est sur avis médical. Donc je trouve que ça n'est pas adapté au problème que je soulève. Et par ailleurs, c'est un placement en milieu médico-judiciaire. On dirait que c'est pas très différent, sauf que vous voyez bien que c'est pas le même objet. Oui, absolument. Voilà. Très bien. Alors vous restez encore quelques instants avec nous, Nathalie Kosciusko-Morizet, pour la semaine politique de Tanguy Pastureau. Bonsoir Tanguy. Bonsoir monsieur. Messieurs, dames. Bonsoir messieurs, dames. Autant pour moi je vous oubliais Valérie, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et bonsoir madame. Voilà. Et maintenant que ces dames sont contentes, on y va. Cette semaine, Bruno Le Maire a rencontré, c'est incroyable, des jeunes qui le kiffent. Son charisme leur rappelant le héros de leur enfance, Bob l'éponge. Regardez, il y a ici 1, 2, au moins 8 post-ados qui, au lieu de s'exciter sur des photos de Kim Kardashian, suivent Bruno Le Maire. Les pauvres ne vont pas découvrir leur corps avant leurs 35 ans. Un mouvement a même été créé pour ces êtres perdus, les jeunes avec BLM, ce qui ne signifie pas biture litron mononucléose, comme le suggère leur âge, mais Bruno Le Maire. Enfin, mais quel gâchis. Cette semaine, on apprenait que François Hollande mesure ses pas et en fait 6000 par jour. Il doit penser qu'il va arriver plus vite en mai 2017 pour l'acquis. Alors, il y a quand même le dérèglement climatique, le chômage, les migrants. Lui, il compte ses pas. Je pense qu'au prochain attentat, il se met à la Zumba. Le jour de l'apocalypse, il fera du stretching. Cette semaine, Juppé, le père Fouras du centre droit, a enfilé, regardez, le pantalon le plus large du monde, entre le pas de def et le bas de pyjama. Si Christina Cordula d'M6 voit ça, elle va faire un AVC. Il a ramassé toutes les moumoutes de la salle. Le grand concurrent en fait de Juppé, ce n'est pas Bruno Le Maire, c'est la lingette Swiffer. Cette semaine, Hollande a vu Alain Chamfort, l'interprète de Manureva, une chanson sur un bateau qui a coulé, donc il pensait que ça parlait de son quinquennat. Pendant tout le concert, il a marché dans la fosse, il a compté, il a fait 6000 pas. Cette semaine, Jean-Marc Ayrault est allé en Corée. Il a rencontré des prépubères qui ont mimé avec des gestes leur dernière relation sexuelle. Puis, ça a été le drame. À cause de son air larmoyant, un Coréen a pris Ayrault pour un cocker et l'a emmené au resto, pas dans la salle, dans la cuisine, où il a été préparé avec des haricots. Cette semaine, Christian Estrosi a suivi la police de Nice dans une ZEP. Regardez, c'est le nouveau Bernard de la Villardière. Là, il part à Pattaya pour un sujet sur la prostitution. Alors, Estrosi a pu voir en action Rex, le seul chien en chaussettes de pépé et soutien-gorge. Il a le style de Juppé s'il était devenu transgenre. Rex a trouvé un compteur EDF, même de nos chiens ont fait des fonctionnaires. Cette semaine, Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian, les frères Prozac, à eux deux, ils dégagent l'enthousiasme de la population de Pompéi au lendemain de l'éruption de Vésuve, ont rendu visite à la police à Roissy. Leur passage a bien sûr entraîné 14 tentatives de suicide avec leur arme de service par les policiers qui les ont croisés. Cette semaine, Nicolas Sarkozy, qui parcourt la France, tel le virus de la grippe, mais en plus pénible, a fait une escale dans un resto routier. C'est le premier rendez-vous en terre inconnue où il n'y a pas Frédéric Lopez. Il vit dans le 16e avec un top modèle et se retrouve chez Dédé à siffler du rouge en cubi. La primaire à droite est un enfer. Sarkozy a ensuite rencontré les 5 jeunes qui ne sont pas pour Bruno Le Maire. Donc il a fait un selfie avec une ado, c'est un vie ma vie de Jean-Luc Lahaye. Puis, parce qu'il n'a pas voulu se lever, 3 jeunes ont posé comme s'ils étaient en train de faire leurs besoins dans un fourré à côté de lui. La photo la moins esthétique de l'histoire. Cette semaine, on a réalisé qu'André Valigny, secrétaire d'État qui bosse avec Ayrault, le menu B12, là, était l'homme
le plus rigide du monde. Hein, regardez-le, voilà, né des amours entre un humain et un bâton de colle UU. Hein, quand il va inaugurer sa statue au musée Grévin, ils vont le garder lui et lâcher la statue à l'arrêt du bus. Il s'est ensuite rendu à Dubaï. Hein, on n'a pas réussi à le plier, donc il a voyagé en soute avec les valises. Cette semaine, Xavier Bertrand a visité une usine de travail du bois et a eu, eh bien, un porte-revue à la con. Hein, c'est le seul type qui, toute l'année, a des cadeaux de fête des pères. Hein, il a une vie atroce. S'il visite l'usine Panzani, ils vont lui faire un collier de nouilles. Cette semaine, la maire de Paris, Anne Hidalgo, réalisant qu'elle n'était pas au niveau, a passé la main à XB 647, un seule créature à être plus rigide qu'André Valigny. Alors XB 647 a 3 objectifs: détruire les véhicules diesel, exécuter les conducteurs et distribuer des cartes Vélib aux survivants. Cette semaine, Alain Juppé a confié ne pas s'aimer à poil. Hein, c'est un point commun que j'ai avec lui. Moi non plus, j'aimerais pas le voir à poil. Hein, Juppé habillé, donc on l'a vu, hein, c'est compliqué. Juppé à poil, c'est pas possible. À moins de suivre sa campagne comme dans The Voice avec le fauteuil tourné, je vois pas comment on va faire. Cette semaine, Éric Nolot, dans VSD, déclare aimer Hélène Ségara, l'inspecteur d'Éric et Cyril Hanouna. Hein, moi, je viens ici en me disant, la vache, Nolot, c'est du lourd, quoi. En truc vulgaire, moi, je connais les yaourts, lui, il connaît les livres. Résultat, je me retrouve à bosser avec Tex. Enfin, je suis maudit. J'ai 2 places pour l'avant-première de Camping 3, tu viens? Enfin, cette semaine, vous avez lancé, madame, votre danse de l'été. La NKM danse. Alors, c'est comme le Zouk Love, sauf qu'on reste habillé. Regardez, donc, premier temps, on pointe l'index. Deuxième temps, on met les mains à plat. Troisième temps, on fait les oreilles de lapin. Donc, je répète, index, plat, lapin. Index, plat, lapin. Super. Et maintenant, je vous laisse. Hein, je fais le tour du plateau parce que j'ai 6000 pas à faire. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous avez souvent été moqué par les humoristes. Est-ce que ça vous fait rire ou ça vous gêne toujours un peu? En fait, non, je vais vous répondre franchement, ça dépend beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que ça... Qu'est-ce qui vous a blessé? Vous vous souvenez d'une vanne ou d'une photo, d'une moquerie qui vous a particulièrement atteint? Parfois, je me reconnais pas. Quand... Est-ce que parfois je me reconnais pas, ça m'arrive que je me reconnaisse pas du tout même dans une caricature dessinée ou dans une voix par exemple. On se souvient de vous dans le métro par exemple, ça avait été très 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 moqué. Puisque là par exemple c'était vous, c'était pas vous? Il y a un truc qui m'a amusé récemment, c'est que cette expression que j'avais utilisée à propos du métro, moment de grâce, ils l'ont réutilisée aux États-Unis à propos, vous savez, de cette vidéo où on voit Bernie Sanders, qui est donc le candidat démocrate pour Hillary Clinton aux primaires, qui est en train de faire un discours, et il y a un petit oiseau qui vient se poser sur son pupitre, et il y a une espèce de... il se passe quelque chose d'un peu suspendu, et j'ai vu que les commentateurs utilisaient beaucoup l'expression moment de grâce, et ça m'a fait sourire. Oui, d'accord, très bien. Est-ce que de temps en temps vous en faites pas un petit peu trop, justement, pour qu'on vous moque derrière et qu'on ça fasse parler de vous? Ah non. Non, c'est pas votre... Si la question est-ce que vous faites exprès, la réponse est non. Non, c'est vrai? Non, en revanche, jamais. Il m'est arrivé, je veux dire, je raconte dans le bouquin d'ailleurs, il m'est arrivé parfois, juste en étant moi-même, de surprendre. Et notamment après la photo avec les SDF, il y avait des membres de mon équipe qui m'ont dit, écoute, nous on sait que t'es comme ça, mais les gens ils pourront jamais le croire. Et donc il faudrait que tu fasses un effort pour ressembler un petit peu plus à l'image qu'ils ont d'eux. Parce que sinon, et alors j'ai dit non, je ne ferai pas. Je ne ferai pas l'effort pour ressembler à mes caricatures. C'est plus grave que je le pensais. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Kosciusko-Morizet, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à vous deux. Merci, mademoiselle. Zemmour et Nolo, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, surtout, restez zen et bonne soirée sur Paris Première. Décors feutrés et joutes verbales enflammées, Polonium de Natacha Polony à suivre sur Paris Première. Votre magazine avec Oureka. Droite républicaine, parce qu'il y a dans la droite républicaine beaucoup de gens qui sont capables de comprendre ce qu'on leur dit. Donc je pense que ce mouvement de dépassement
auquel j'ai appelé reste toujours valable. Et aujourd'hui, hein, il se trouve qu'il y a une rencontre à l'Assemblée nationale dans laquelle interviendront Arnaud Montebourg et Henri Guénaud, mais d'autres également, des députés qui seront présents dans la salle. Par conséquent, je reste fidèle à cette idée que pour sortir des difficultés grandissantes que je vois devant notre pays, eh bien, il faudra que celui-ci se rassemble, et se rassemble sur une ligne de salut public. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jean-Pierre Chevènement, d'avoir participé à notre émission. Zemmour et Nolot revient juste après la pub avec une femme candidate à la primaire, les Républicains. Une quadra qui veut, malgré ses 3% d'intention de vote, incarner la relève. Nathalie Kosciusko-Morizet nous rejoindra sur ce plateau, alors ne bougez pas. Bernadette déclare qu'il y a du Chirac dans NKM. D'ailleurs, l'ancien président la surnommait l'emmerdeuse. Polytechnicienne, décalée au franc-parler, la députée de l'Essonne se lance dans la primaire Les Républicains. Et elle est ici pour nous en parler. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Prenez le temps de vous installer. Alors, avant de commencer notre entretien, j'ai quelques toutes petites questions à vous poser, si vous le voulez bien. C'est le QCM. Alors, obliger les candidats à la primaire à faire la chasse au parrainage, c'est normal, inéquitable ou absurde? C'est surtout compliqué pour vous. On va y revenir. Ce qui est normal, c'est qu'il y ait des conditions. Pour éviter les candidatures farfelues. Ce qui est inéquitable, c'est qu'on les change au cours de route. Expliquez-nous comment ça s'est passé hier soir. Oh, il a été décidé de modifier en cours de route les règles du jeu. Et d'abord, ce n'est pas un très bon présage, parce que quand on change les règles à son avantage, c'est qu'il y a un problème. À l'avantage de qui? À l'avantage d'un espèce de trustee, de candidat qui voudrait rester dans un entre-soi. C'est pas non plus un bon signal à l'attention des électeurs, parce qu'évidemment, ça rend méfiant. Normalement, c'est la primaire de l'alternance. On essaye d'attirer tous les électeurs, les Français, qui veulent l'alternance. C'est pas juste l'entre-soi d'un parti politique, et voir le parti politique qui change les règles du jeu en cours de route, ça crée de la méfiance. Bref, je trouve que c'est pas un bon signal. Pardonnez-moi, il faut expliquer aux gens que c'était pour interdire les parrainages d'élus de gauche. Il me paraît normal, à moins de supprimer la primaire. Moi, vous savez, je suis contre la primaire. Hein. C'est contre la Ve République, la primaire. Puisque, effectivement, on met l'élection présidentielle dans le parti. Donc ça, on sera d'accord. Mais à partir du moment où vous acceptez le principe de la primaire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des parrainages d'élus des Verts ou des socialistes qui vont vous permettre d'être candidat. Ça, c'est inadmissible pour les électeurs. Sauf que, si vous voulez, ça avait été débattu il y a un an. Oui, d'accord. Les règles de la primaire, elles ont été fixées. Ils sont un peu lents au Parti républicain. Elles ont été fixées il y a un an. Et il y a un an, on a débattu des règles d'accès à la primaire. On a dit, voilà, il faudrait 2500 adhérents, les Républicains, qui marquent la proximité avec la droite et le centre. Et puis, 250 grands élus, du profil de grands élus, en fait, qui peuvent parrainer pour l'élection présidentielle. Et ceux-là, on ne leur demande pas d'appartenance partisane, parce que c'est le pilier des 2500 adhérents des Républicains qui marquent l'appartenance partisane. Les autres, c'est pour marquer la surface politique. On en a débattu. À l'époque, moi je le sais parce que j'étais numéro 2 du parti, j'ai participé à ces réunions. On en a débattu et on a choisi ça et on l'a validé. Et un an après, pour écarter en fait une sensibilité politique, pour faire le tri, on change les règles du jeu. Moi je dis seulement que changer les règles du jeu en cours de route, c'est pas envoyer un signal de confiance. Mais est-ce que vous comprenez par exemple Frédéric Pechner qui dit c'est une idée un peu baroque d'aller chercher des voix à gauche? Est-ce que vous comprenez Brice Hortefeux aussi qui a moqué on peut avoir tous les débats qu'on veut sur le fond. Moi je dis, si vous commencez à changer cette règle-là, laquelle vous changerez demain? Et d'ailleurs, hier, au bureau politique des Républicains, c'était frappant, il y a eu président du comité d'organisation de la primaire, président du parti, qui sont intervenus l'un et l'autre en disant, bah oui, peut-être qu'on changera encore la charte pour la primaire. Ah bon? Mais alors on s'arrête quand? Si vous voulez, on essaye, j'insiste. Pour moi, ce qui est important dans la primaire, j'entends, hein, M. Zemmour, que vous n'aimez pas le principe de la primaire. Voilà, non, je comprends très bien, on peut en débattre. Mais à partir du moment où moi aussi. Le principe, c'est de mobiliser le plus en amont possible les électeurs, mobiliser les Français.
Vous vous souvenez, au moment de la primaire socialiste, on avait regardé avec attention combien il y en avait qui étaient... Ils avaient annoncé 1 million, il y avait eu 2,7 millions, 2,9 millions. Ça avait donné de la force aux candidats, ça avait donné du souffle. Donc, il faut faire venir les Français. Et là, en fait... Mais les Français de droite, on a l'air de réduire. Mais tous ceux qui veulent l'alternance. Dominique Bussereau, par exemple, est intervenu hier de manière très juste en disant, écoutez, ceux qui sont des déçus du hollandisme, ce serait bien qu'ils viennent. Si on essaye d'attirer seulement en 2017 les Français qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2012, ben vous savez quoi, ça ne fait pas une majorité et c'est pour ça qu'on a perdu en 2012. Donc ce serait bien d'en avoir d'autres. Mais enfin, le message qui vous est envoyé, c'est que vous ne faites plus partie de la famille, quoi, quand même. En fait, il faudrait peut-être en tirer les conséquences. Parce que là, c'est presque dirigé contre vous exclusivement. Moi, j'écoute. Moi, à votre place, c'est comme ça que vous l'avez fait. Pas de conseil, évidemment. Vous savez quoi, j'écoute les messages des Français. Moi, je porte dans la primaire une sensibilité politique qui ne reçoit pas en général le soutien d'Éric Zemmour, mais qui en reçoit d'autres et qui est pour le moment. Alors, ils sont tous sur le même créneau dans la primaire. On a des candidats qui défendent tous le même point de vue. Moi, j'en défends un autre. Par exemple, sur des questions comme le Nini. Bon, tous les candidats à la primaire ont été pour le Nini, pour renvoyer dos à dos le Front National et le Parti Socialiste. Moi, j'ai défendu l'idée qu'on ne renvoyait pas dos à dos le Front National et le Parti Socialiste. Au moment des élections régionales, les Français, dans leur vote, ils ont donné plutôt raison à ma position. Sinon, dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en région PACA, dans le Grand Est, il y aura eu des présidences nationales. Donc cette sensibilité-là, en tout cas, l'électorat de gauche vous a donné massivement raison, quitte à voter pour des gens de droite. Vous avez raison. Une partie de l'électorat de droite. Non, vous avez raison. Regardez ce qui s'est passé là-dessus, vous avez raison. Et donc cette sensibilité-là, ça veut pas dire que vous aviez raison sur le principe, mais vous avez raison dans les faits. Dans les faits, moi j'entends très bien qu'on puisse ne pas être d'accord. Je ne demande pas forcément qu'on soit d'accord avec moi, je demande qu'on reconnaisse que ces sensibilités qui existent, y compris dans le pays, et je trouve qu'elles doivent pouvoir être représentées à la primaire. Sinon, s'ils sont tous à défendre la même chose, ça va pas être très intéressant. Et concrètement, vous en êtes où? Vous les avez, les 20 parlementaires, les 250 élus? Ça avance bien, et le paradoxe d'ailleurs, c'est que le type d'opération d'hier soir, en fait, aide beaucoup. Mais non, c'est que ça aide beaucoup. Parce que vous avez toute une série de parlementaires pour dire on n'est pas forcément d'accord avec toi sur tout, mais on trouve qu'en effet, cette voix doit pouvoir être entendue. Et d'ailleurs, le jour venu, et c'est pas aujourd'hui, c'est pour septembre le dépôt des parrainages. Le jour venu, moi, c'est aussi la question que je poserai aux parlementaires. Est-ce que vous êtes prêts à faire un acte démocratique de donner un parrainage pour que cette voix puisse être entendue, d'accord ou pas d'accord avec tout. Je comprends très bien, je sais très bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi, surtout, je suis pour la liberté de conscience. Deuxième petite question, la mise en examen d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça disqualifie, c'est très compliqué, mais ce n'est absolument pas gênant. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est les électeurs qui doivent décider dans tous les cas. Autrement dit, une mesure judiciaire ne doit pas détourner un candidat de pouvoir se présenter au suffrage des électeurs, pas plus qu'une mesure administrative ne doit détourner une candidate de pouvoir être candidate à la primaire. On ne peut pas faire un équivalent. Non, il n'y a absolument pas d'équivalence. Non, mais il n'y a pas d'équivalence. Mais vous avez compris. Vous avez compris que vous plaisiez pour votre procès. Vous avez compris plein d'autres. Ce que je veux dire, c'est que le principe de l'élection, c'est que les électeurs tranchent. Moi, je suis d'accord. Et le principe de l'élection, c'est que les électeurs tranchent. Mais les électeurs, ils sont raison. Ce n'est pas les juges qui choisissent les candidats. Tant que c'est transparent, tant qu'on sait, ils choisissent. Je ne demande pas que ce soit les juges qui fassent les élections. Je demande juste qu'à partir d'une certaine gravité d'accusation, des accusations qui ne sont pas contestées sur le fond, mais juste sur la forme, on essaie d'échapper au procès par des vices de procédure. Il me semble qu'il y a une obligation morale à partir d'un certain degré. Il ne s'agit pas de juges, c'est simplement la responsabilité morale de l'apprenti candidat. Mais attendez, Monsieur Mollo, là, vous renvoyez à la responsabilité morale de chacun. Absolument. Ça, c'est le choix personnel du candidat. Moi, ce que je dis simplement, c'est que pour ce qui est des règles collectives... Mais c'est aussi la question, hein. Bah non. Moi, vous me demandez mon avis pour ça n'est absolument pas gênant. Moi, je trouve que d'un point de vue moral, c'est gênant. Évidemment que c'est gênant parce que ça va gêner les électeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choix personnel. C'est un choix personnel du candidat, et c'est les électeurs après qui tranchent. Et moi, je ne trouve pas qu'une mesure judiciaire devrait s'interposer plus qu'une mesure administrative. Simplement, j'aimerais qu'on n'oppose pas des mesures administratives. Ok. Troisième question. Dans le cas Deux fois raison, ça on arrête là. On va poursuivre. Troisième question. Dans le cas d'un duel au second tour entre François Hollande et Marine Le Pen en 2017, vous voterez Hollande, vous voterez Le Pen ou vous vous abstiendrez? Hollande. Mais je l'ai dit très clairement. Et je vais un peu plus loin. Moi, je l'ai pas seulement dit, je l'ai écrit. C'est-à-dire que j'avais trouvé, lors des élections cantonales, à l'époque ça s'appelait cantonales de 2010, que le débat n'avait pas été vraiment purgé.
j'ai écrit un livre qui s'appelait Le Front Antinational pour dire pourquoi je m'opposais à cette idée du ni-ni. Pourquoi je ne voulais pas qu'on renvoie dos à dos Front National et le Parti Socialiste. Ouais, à l'époque, d'ailleurs, j'étais ministre numéro 3 du gouvernement. La position n'a pas fait un tel scandale. Et puis d'un coup, en décembre dernier, elle a plus pu être entendue à la direction du parti. Et moi, je me suis demandé si c'était pas parce que précisément, en décembre dernier, les Français y avaient fait droit au moment des élections régionales. Parce qu'au moment des élections régionales, les Français, ils ont dit ça. Ils ont dit on n'applique pas le nini. Pour nous, on ne le met pas sur le même plan. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu socialiste pour les électeurs de droite. Ça veut dire juste que entre les deux, on fait une hiérarchie. Très bien. Et dernière question, être une femme chez les Républicains, c'est une partie de plaisir, c'est un chemin de croix permanent où la question ne se pose pas. La première question est formidable. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, j'évite de me la poser. C'est vrai. C'est-à-dire que ça ne vous traverse pas l'esprit? Bien sûr que ça traverse l'esprit. Vous êtes perpétuellement renvoyé à la question du genre. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous commencez à vous la poser, vous vous mettez à anticiper les discriminations. C'est-à-dire que après le verre est dans la tête, si vous voulez. C'est-à-dire que vous vous mettez, à vous dire « Ah, mais ils vont penser ça, mais ils vont dire ça ». Et d'ailleurs, c'est pas que la politique, c'est pareil dans la vraie vie. Moi, régulièrement, dans les cercles féminins de débat sur le plafond de verre, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est l'idée que je pose. Vous ne laissez pas trop habiter non plus. Il faut se battre, mais il ne faut pas se laisser envahir par la question de la discrimination, sinon on se met à l'anticiper en fait, et quelque part ils ont gagné. Très bien. Alors, voici une Monsieur Zemmour, est-ce que vous êtes d'accord sur ce coup-là? On y reviendra plus tard dans une autre émission, parce que là, je sens toutes ces fadaises. Tous les mots que vous avez employés pour moi sont des fadaises. Le genre, les la discrimination. C'est dommage, ça démarrait tellement bien. Allez, on pourrait comparer les salaires. Moi, je connais que la réalité. Je veux bien. Alors, vous pouvez nous dire votre salaire et dire le salaire de madame? On fait pas le même boulot. Et on n'a pas le même âge. Et pourtant, on n'a pas le même âge. Vous voyez, c'est dur. Hein. Vous êtes d'accord? Bon. On va la prochaine fois. Vous essayez de faire même que c'est ce qu'on on voit bien ce que vous essayez. Ça ne marchera pas. Ça, c'est pas sûr, parce que c'est pas mal. Non, on s'en fout complètement. Voici. En général, des femmes en particulier. C'est ça. Mais voilà, mais il en faut pour les défendre. On fera un débat une prochaine fois. Voici, vous avez le droit à votre anti-portrait. Le voici tout de suite, préparé par Amandine Collongette. Nathalie Kosciusko-Morizet, un nom pas évident à prononcer, moitié polonais, moitié champenois. J'ai un nom compliqué. Bon, c'est pas du vice, je suis née avec. Et tout comme votre patronyme, vous ne passez jamais inaperçu. Talons hauts, allure bourgeoise, cheveux dans le vent. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi? Monsieur Tréhard, je ne fais pas de commentaires sur votre coiffure. Pas de commentaires là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Vous êtes en train de manger mon temps d'expression sur mon projet. Je voudrais parler de mon projet pour Paris, monsieur Tréhard. Et oui, bien plus intéressant que votre physique, votre front parler, une marque de fabrique, le style NKM, vous dites trop facilement ce que vous pensez. Elle emploie souvent un langage fleurien, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est ce qui la singularise aussi. C'est-à-dire qu'elle est sensible. Voilà, elle va dire si c'est comme ça sera comme ça. Ça sera pas autrement. Elle va pas mettre les formes, on va dire. Et les premiers à en pâtir, ce sont vos petits collègues républicains. Et oui, vous n'êtes pas tendre avec eux. On s'en souvient, il y a eu ce jour où vous n'avez pas hésité à dénoncer la lâcheté de Jean-Louis Borloo et Jean-François Copé. Je vais pas vous dire que ça m'a pas fait de peine. Et quand on est injurié, on a toujours un peu de peine. Enfin écoutez, c'est excusé, donc là c'est avec l'eau. Dernière fronde en date, votre critique du nini de Nicolas Sarkozy au régional. Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. NKM et Sarko. Compliqué à dire où en sont leurs relations. Ça a été en Nancy pendant toutes ces années où ils ont travaillé ensemble. Depuis, le président vous a débarqué, il vous boude. Peu importe, vous semblez n'avoir besoin de personne et ne pas être touché par les sobriquets désagréables que l'on vous donne. Faux folle pour le maire, tête de mule pour Nicolas Sarkozy, dingue pour Jean-François Copé. Sympa. Et vous foncez tête baissée dans la course à la primaire. Mais NKM, n'êtes-vous pas au fond un peu seul? Il fallait, en quelque sorte, qu'elle se